artérielle. Je serai le modérateur pour ce webinaire. Fondée en 1992, la Société québécoise d'hypertension artérielle regroupe des chercheurs et des professionnels de la santé du Québec impliqués dans l'avancement des connaissances, le développement de l'expertise clinique, de même que l'éducation du public sur l'hypertension artérielle et ses facteurs de risque. La SQHA fêtera son 30e anniversaire en janvier 2022. Donc, dans le cadre du transfert des connaissances, elle organise régulièrement des activités de formation médicale continue. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à ce webinaire clinique intitulé « Ligne directrice 2020-2022 d'Hypertension au Canada ». Pourquoi sommes-nous concernés? Notre conférencier sera le Dr Rémi Goupil, néphrologue au CIUSNIM. Et merci, Dr Goupil, d'avoir accepté notre invitation. Avant de débuter, juste quelques notes importantes. Les diapositives et la vidéo de cette présentation seront disponibles sous peu sur le site Internet de la SQHA, la Société québécoise d'hypertension artérielle, afin que les professionnels de la santé qui n'ont pu assister puissent les visionner ou que les participants inscrits aujourd'hui puissent les revisionner et les télécharger. Vu les longs délais requis pour les demandes d'accréditation des organismes officiels, les participants ne recevront pas de crédit associé à cette activité de formation continue. Elles pourront par contre être comptabilisées dans la section heures de formation. Le courriel de confirmation reçu servira de preuve de participation. Nous avons quelques remerciements pour cette activité. La SQHA tient à remercier le Dr Dresser, interniste à London, en Ontario, et Hypertension Canada pour la conception des diapositives en version anglaise et aussi la compagnie Servier Canada pour sa subvention non restrictive à visée éducative. Je voudrais également remercier France Bouliane, la directrice générale de la Société québécoise, pour l'organisation et la gestion de cette activité. À la fin de la présentation, le Dr Goupil répondra à vos questions qui devront être uniquement posées sur la question conversée sur l'écran. Je vais prendre les questions et je vais lui transmettre. Nous vous demandons donc de fermer vos micros. Et juste un dernier petit mot. D'autres activités scientifiques sont prévues cette année à la Société. Donc, pour tout renseignement, je n'hésite pas à aller voir sur le site sqha.hypertension.qc.ca. Bon webinaire à tous. Dr Goupil, c'est à vous. OK. Bon, alors vous me direz si vous voyez bien la présentation et tout ça. Oui, tout est beau. Moi, je vais mettre. OK, donc bonjour tout le monde. Alors, comme j'ai été bien présenté, je vais pouvoir sauter cette étape. Je tiens quand même à remercier Dr Dresser qui a fait la majorité de mon travail avec les diapositives de la présentation. Là. Je me suis juste permis quelques petites modifications là, pour des choses qui découlent mieux en français. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. C'est important de le mentionner. Et les objectifs, je crois que vous les aviez reçus, mais en gros, c'est d'établir la prévalence de la plus récente de l'hypertension artérielle au Canada, résumer les changements apportés aux dernières lignes directrices qui datent de 2020, d'évaluer un peu ce qui est encore important dans les prises en charge et aussi discuter à travers tout ça de certains sujets particuliers qui sont relatifs à la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de vous le dire. L'hypertension, c'est quelque chose qui est très prévalent au Canada. À peu près une personne sur 4 a de l'hypertension. Ça monte à 3 personnes sur 4 quand on a au de 75 ans. Donc, c'est quelque chose qui est omniprésent, qu'on voit à peu près à tous les jours à la clinique. D'ailleurs, les antihypertenseurs, ce sont les médicaments qui sont le plus prescrits au Canada. Il y a environ 4 millions d'ordonnances qui est faite chaque mois au pays. Puis, en termes de dépenses de santé, c'est quand même extrême pour juste une maladie, l'hypertension. Quand on considère qu'elle est reliée avec toutes sortes d'autres maladies, la facture augmente encore plus rapidement. Mais on estime qu'en 2010, on n'a pas vraiment de données beaucoup plus récentes, mais c'était à peu près 13 milliards de dollars au Canada qui étaient dépensés en lien avec l'hypertension artérielle. Maintenant, le titre de la présentation, c'est « Pourquoi sommes-nous concernés? » Bien, c'est pas mal ça que je vais vous dire maintenant. En fait, quand on regarde les données de l'enquête canadienne sur les mesures de la santé, qui sont disponibles jusqu'à 2017 pour analyse, on voit que la prévalence d'hypertension est relativement stable, autour de 20-25 % dans les 10 dernières années avant la dernière analyse. Mais quand on regarde un peu le degré de reconnaissance ici, de traitement et de maîtrise de l'hypertension, on voit qu'on a une toute autre histoire.
C'est-à-dire que la reconnaissance de l'hypertension est moindre, surtout chez les femmes, et c'est encore plus prenant pour le pourcentage de traitement et le taux de contrôle. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec les années, il y a vraiment une détérioration de la prise en charge de l'hypertension artérielle, surtout chez les femmes. Chez les hommes, c'est relativement stable, mais surtout chez les femmes. Et c'est encore pire chez les femmes âgées. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse très facile à cette question-là. C'est certainement une concordance de plusieurs facteurs. Par exemple, le retrait de certaines subventions gouvernementales, le retrait des compagnies pharmaceutiques dans certains programmes de télésurveillance, peut-être un désintéressement des cliniciens pour une condition qui est omniprésente. Je pense que le but, c'est certainement pas de blâmer un acteur du réseau de la santé, mais le but d'une présentation comme aujourd'hui, c'est un peu de mettre les pendules à l'heure, puis peut-être pas repartir à zéro, mais essayer de repartir sur un bon pied pour essayer de réaugmenter ce taux de contrôle au Canada. Donc, pour commencer, on va résumer un petit peu le cheminement d'un patient qui est atteint d'hypertension. En général, ça commence par une mesure de pression. Ça peut être quelque chose qui est fait à domicile, par un appareil qui est emprunté, à la pharmacie, dans le bureau d'un médecin, lors d'un suivi annuel, peu importe la raison. Ça commence toujours par noter que la pression est élevée. Ensuite, ça mène à une évaluation précise de la pression. Donc ça, c'est très important de mesurer la pression de manière optimale pour avoir une valeur qui va guider notre diagnostic et notre traitement. Par la suite, on commence à évaluer est-ce qu'il y a une cause en lien avec cette pression-là. Ça peut être des causes en lien avec des habitudes de vie un peu moins optimales, des problèmes sous-jacents, par exemple des maladies rénales ou d'autres causes comme ça, des antécédents familiaux très importants. Donc, c'est important d'un peu de déterminer la cause. Puis évidemment, tout en déterminant la cause, on a toujours cette importance de vérifier la pression de manière optimale parce que, effectivement, si l'hypertension est un peu plus sévère, c'est-à-dire résistante, ça va peut-être ouvrir la porte à des nouvelles investigations qu'on n'aurait pas fait initialement. L'étape subséquente, en fait, même concomitante, c'est vraiment d'évaluer s'il y a des lésions aux organes cibles. On parle surtout des systèmes vasculaires, cerveau, rein, cœur. Voir si ça pourrait un peu nous indiquer quand est-ce qu'on va débuter un traitement et quelle est l'intensité de notre traitement antihypertenseur. Mais aussi les maladies concomitantes qu'il ne faut pas oublier, parce que souvent l'hypertension n'arrive pas dans un dossier clair. Il y a un certain pattern qui fait en sorte que les gens qui ont l'hypertension, surtout quand on augmente avec l'âge, ils sont plus à risque d'avoir une dyslipidémie ou un problème de diabète. Donc ça, c'est des choses qu'on doit évaluer en même temps et essayer de voir un peu qu'est-ce qui sont les facteurs environnementaux qui peuvent détériorer la pression. Puis tout ça mis ensemble, en fait, ça permet de déterminer le risque global cardiovasculaire. Parce que dans le fond, pourquoi on traite la pression, c'est pour diminuer les maladies cardiovasculaires, ce n'est pas juste pour diminuer un chiffre. Donc, pour avoir un risque global cardiovasculaire du patient. Avec ce risque-là, on va pouvoir déterminer le seuil de traitement, mais aussi la cible de traitement, qui est important d'être individualisé. Puis ensuite, le traitement, là, c'est de voir un peu les combinaisons qui sont les plus bénéfiques pour le patient. Ça peut être plusieurs médicaments en même temps, puis avec 3 ou 4 ou 5 pilules selon le cas. Donc vraiment, c'est une fois que tout ça est fait, on envisage un peu nos options thérapeutiques, en choisissant les meilleures molécules qui sont les plus adaptées aux patients, autant en termes de profil des fins désirables ou de maladies concomitantes ou de tolérabilité. Puis évidemment, il faut faire un plan de suivi. C'est important de toujours continuer de surveiller la pression, mais il y a aussi des analyses de laboratoire, vérifier la présence d'effets secondaires, des ondes organes cibles, ce n'est pas spécifié ici, mais de toujours vérifier l'observance au traitement du patient. Ça fait partie intégrante du suivi. Donc ça, c'est un peu l'état des choses en ce moment. Je pense que vous n'avez peut-être pas appris grand-chose d'ici là, mais on va continuer un petit peu dans ce sens-là. Donc, un peu face à cette inquiétude-là par rapport aux diminutions des taux de reconnaissance, de maîtrise et de traitement d'hypertension, je pense qu'il faut vraiment se rappeler ce qui est important pour la pression, parce que ça peut vraiment avoir une influence sur tout ça. La première chose qui est importante, c'est sûr que c'est avoir une mesure fiable et reproductive de la pression.
Je pense que maintenant, on a assez de données pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'une mesure est fiable. Puis, de la mesurer un peu sur le bord du lit, une civière, on a réalisé qu'avec le temps, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de le faire. Vous excuserez un peu le signe dramatique là, de mon collègue, là, mais c'est pour démontrer que avec tout ce qu'on sait, une chose est sûre, c'est qu'on sait comment bien mesurer la pression dans un environnement optimal. Si on revient à l'algorithme de diagnostic d'hypertension Canada, en fait, tout commence un peu avec, comme je disais, des indices de pression élevés, soit en clinique, en pharmacie ou domicile, puis avec une évaluation à la clinique de la pression artérielle. Là, ensuite, le diagnostic d'hypertension va dépendre un peu de l'intensité de la pression. Si elle est déjà dans des ordres d'hypertension, des urgences hypertensives, des choses comme ça, bien là, le diagnostic est clair. Dès qu'on a en haut de 180 sur 100 en clinique, je pense qu'on peut dire avec confiance que votre patient a de l'hypertension. Ensuite, ça va dépendre un peu si le patient a du diabète ou non. Puis là, les valeurs sont un peu divergentes parce que les données dans les littératures sont divergentes. Puis souvent, il n'y a pas nécessairement de concordance en tout ça. Mais on dit en général que lorsque le patient est diabétique, si on a des mesures répétées d'une pression en clinique, mesurée avec un appareil automatisé, plus de 130 sur 80, mais en fait, là, on est assez confortable pour poser un diagnostic d'hypertension. Mais il faut évidemment vérifier la pression à domicile parce qu'il y a le syndrome du sirop blanc que vous connaissez probablement tous, qui fait en sorte que les pressions peuvent être beaucoup plus élevées à la clinique, même si elle est prise de manière optimale qu'elle est à domicile. Si on vient un petit peu de ce côté-ci du tableau, bien, en fait, les patients qui n'ont pas de diabète, ce n'est pas tout à fait les mêmes cibles seuil de diagnostic d'hypertension. C'est le MPAC-OS, c'est une mesure de pression automatisée en clinique oscillométrique en série. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est plusieurs mesures faites avec une moyenne. Puis à ce moment-là, on utilise le seuil de 135 sur 85. La bonne vieille pression automatisée, c'est 140 sur 90. Là. Donc, pourquoi c'est plus bas dans le diabète? Parce que c'est une question de risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire est plus élevé en diabète, donc c'est pour ça qu'on se permet d'avoir un diagnostic un peu plus précoce de l'hypertension. Bref, on revient à la pression à domicile. Donc maintenant, Hypertension Canada met beaucoup l'accent sur la nécessité de mesurer la pression à domicile, que ce soit avec un appareil automatisé en série ou à l'aide d'un appareil d'une pression 24 heures, donc on appelle couramment un MAPA. Puis en fonction des mesures de pression qu'on a déterminées à domicile, il va avoir ou non un diagnostic d'hypertension. Si, par exemple, votre patient a une dépression élevée uniquement en clinique, mais elles sont normales à domicile, c'est là qu'on a un diagnostic de syndrome du sirop blanc. Donc, vraiment, la mesure des pressions à domicile a été intégrée à l'algorithme de diagnostic d'Hypertension Canada pour éviter de se baser uniquement sur des mesures prises en clinique. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est diminuer le risque cardiovasculaire à long terme de nos patients. Donc, pour ça, il faut prendre les chiffres qui sont les plus fiables, les plus représentatifs de ce que votre patient a dans la vie de tous les jours. Je dis toujours à mes patients, là, je suis bien content de connaître votre pression à la clinique, mais moi, ce que je veux savoir, c'est votre pression à la maison. Vous n'habitez pas en clinique, vous habitez à votre maison, c'est là que vous passez votre temps. Donc, c'est là qu'on veut savoir quels sont vos chiffres de pression. Donc, les mesures de pression hors clinique, comme je dis, il y a le MAPA, la mesure de pression ambulatoire. Donc, ça, c'est une mesure de pression de 24 heures. En 2020, la nouveauté, c'est qu'Hypertension Canada a émis la recommandation que les intervalles de mesure pourraient être de 20 à 30 minutes, donc pas nécessairement des intervalles différents le jour et la nuit, ce qui était le cas auparavant. Donc, soit 20 ou 30 minutes, choisissez un peu votre protocole local. C'est vraiment la mesure privilégiée en dehors du cabinet. Donc, le MAPA, la mesure de 24 heures. Si ce n'est pas toléré, si ce n'est pas facilement accessible, ou si votre patient préfère ne pas faire un enregistrement de 24 heures, bien là, à ce moment-là, on peut faire une mesure de la pression artérielle à domicile. C'est une mesure essayée par le patient, toujours avec des appareils automatisés. J'ai déjà eu des patients qui mesuraient leur pression avec un stéthoscope à la maison, qui est évidemment pas quelque chose qu'on peut faire sur soi-même. Donc, un appareil automatisé, je pense qu'à ce moment-là, c'est important de rappeler
la position optimale, le moment optimal de la journée, tout ça. Donc, ce que je dis couramment à mes patients, c'est de vous être assis sur une table, assis sur une chaise, le bras à côté sur une table à la hauteur du corps, les deux pieds par terre, les jambes croisées, avoir 5 à 10 minutes de repos idéalement avant la première prise de pression. Et ensuite d'attendre quelques minutes pour en prendre une deuxième. Ce qu'Hypertension Canada recommande, c'est de faire des mesures à domicile 2 fois par jour, 2 fois par jour pendant 7 jours, sans considérer les valeurs de la première journée. Donc, on fait la moyenne de 4 mesures par jour pendant 6 jours. Ce n'est pas toujours effectué aussi facilement que ça par les patients, mais plus on a de valeurs à domicile, plus c'est facile de déterminer un peu la réelle pression de votre patient. Ce qu'on sait, c'est que quand on regarde la pression, c'est un exemple pour la pression au MAPA, quand on regarde la pression mesurée au MAPA, soit de nuit, 24 heures ou de jour, le pouvoir prédictif de ce chiffre de pression-là est beaucoup plus grand par rapport au risque de maladie cardiovasculaire à long terme, autant pour la systolique et la diastolique. Donc, on a vraiment une information supplémentaire, mais surtout beaucoup plus précise avec des mesures de pression à domicile, que ce soit au MAPA ou que ce soit des mesures simples automatisées à domicile. On a une meilleure idée du risque cardiovasculaire avec ces pressions-là que si on a juste des pressions en clinique. Maintenant, les pressions en clinique, évidemment, c'est quelque chose qui est fait souvent en présence d'un professionnel de la santé. Idéalement, le patient devrait être dans une salle isolée, dédiée pour la mesure de la pression, mais ce n'est évidemment pas toujours possible d'avoir un local libéré pour tout ça. Il faut privilégier des appareils oscillométriques ou électroniques. Et uniquement si ce n'est pas disponible, alors là, on fait une méthode auscultatoire si ce n'est pas possible de faire autre chose. Donc, vraiment, en dernier recours, c'est avec un appareil auscultatoire manuel parce que il faut vraiment avoir une technique parfaite avec un appareil auscultatoire et des conditions parfaites pour reproduire ce qu'on a avec un appareil automatisé. Quand on fait des mesures automatisées, idéalement plusieurs mesures. Il y a beaucoup d'appareils maintenant qui sont programmables où on peut programmer à la fois un temps d'attente avant la première mesure, puis ensuite le nombre de mesures qu'on veut et l'appareil va automatiquement faire la moyenne des mesures du nombre de mesures qu'on a choisies en gardant ou non la première mesure. C'est peut-être moins nécessaire si on a pu programmer une période de repos avant la première mesure. Et comme je disais, évidemment, le patient est laissé seul dans une salle isolée pour ces mesures-là. La position du patient est très importante. Assis sur la table d'examen, les jambes, c'est rare les gens qui les jambes touchent par terre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à éviter. Ensuite, aussi, le bras est souvent pas retenu au niveau du cœur. Donc, à éviter. Dans un lit d'hôpital, c'est toujours à peu près la pire place pour prendre la pression, là, je vous dirais. Donc, vraiment, comme un peu le monsieur sur cette photo-là, comme je vous ai expliqué tantôt, assis sur une chaise, bras à côté sur une table, à hauteur du corps, les pieds par terre, non croisés, avec des périodes de repos. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même possible dans la majorité des cliniques, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'espace un peu pour installer un patient à cet endroit-là. Donc, thumbs up. Quand on regarde un peu les chiffres qu'on peut obtenir avec les différentes méthodes d'évaluation de la pression, comme je disais un peu plus tôt, sont tout à fait pareilles. Donc, la méthode oscillométrique en série, on parle d'une pression qui est élevée lorsqu'elle est en haut de 135 sur 85, donc un ou l'autre. Alors, quand on prend des mesures simples avec un appareil automatisé, c'est le bon vieux 140 sur 90 qui dénote une pression élevée. Le MAPA, donc ça, c'est le 24 heures, une pression de jour à l'éveil. On parle qu'elle est élevée si elle est en haut de 135 sur 85, la moyenne 130 sur 80, puis la nuit, 125 sur 75. Donc, on peut avoir toutes sortes d'informations avec un appareil de 24 heures. On peut même évaluer le degré de diminution de pression dans la nuit, qu'on appelle le dipping avec l'anglicisme. Je ne peux pas vous dire le terme français exact, mais le degré de diminution de la pression durant la nuit est un marqueur pronostique important. Et la mesure de pression à domicile, là, on utilise un peu les mêmes chiffres que la mesure oscillométrique en série en clinique, donc le 135 sur 85.
Donc, si on se rappelle, ce qui est important, numéro 1, c'est de bien mesurer la pression, autant à la clinique qu'à la maison. Ça peut donner beaucoup d'informations. Ça peut aussi, ce qu'on se rappelle, c'est qu'on base notre traitement sur les chiffres. Donc, il faut que les chiffres soient fiables, soient utilisables. Donc, la première chose, c'est vraiment de mesurer de manière optimale la pression. Donc, ensuite, on vient un peu à reconnaître les seuils et les cibles de traitement, qui est notre point important numéro 2. Donc, si on se fie aux lignes directrices d'Hypertension Canada, on va classer un peu le seuil de traitement et la cible de traitement en fonction du risque cardiovasculaire. Donc, les patients qui sont à faible risque cardiovasculaire, soit qui n'ont aucune atteinte des organes cibles et aucun facteur de risque cardiovasculaire. Donc, c'est souvent les jeunes patients qui sont uniquement hypertendus. On peut se permettre d'attendre que la pression soit en haut de 160 de systolique ou 100 de diastolique avant d'instaurer un traitement. Et lorsqu'on débute, on vise en général en bas de 140 sur 90. C'est sûr que moi, j'ai tendance à évaluer ça au cas par cas, puis surtout bien discuter avec le patient. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre de médicaments, qui veulent attendre le plus longtemps possible, alors que d'autres, ils veulent diminuer leur risque de maladie cardiovasculaire au maximum le plus tôt possible. Donc, il y en a qui vont être intéressés à commencer un traitement beaucoup plus jeune que d'autres. Par contre, sachez qu'il y a des données qui suggèrent que c'est raisonnable d'attendre que la pression soit plus haute que le 140 sur 90 pour débuter un traitement chez les patients à très faible risque. À l'inverse, chez les gens qui ont un risque cardiovasculaire élevé de maladie cardiovasculaire, le seuil de traitement, c'est 130 et la cible, c'est juste une cible de systolique en bas de 120. Ça doit vous allumer une chandelle dans la tête. Ça vient de l'étude SPRINT que je vais venir dans quelques minutes. Ensuite, le diabète, c'est toujours un petit peu différent. Le seuil et la cible sont un peu la même, donc 130 sur 80. Ça, c'est avec un appareil, il n'y a pas de chiffre qui a été déterminé avec les appareils oscillométriques en série. Donc, on peut estimer que c'est un petit peu plus bas, mais encore là, il n'y a pas de chiffre bien déterminé. Puis ensuite, monsieur, madame, tout le monde, qui ne rentre pas dans les 3 premières catégories. Le seuil de traitement et la cible de traitement est de 140 sur 90. Donc, si on revient à nos patients à haut risque cardiovasculaire, donc ça, c'est les patients qui ont été inclus dans l'étude SPRINT, qui a été publiée il y a quelques années de cela déjà. Donc, on se rappelle que ces patients-là avaient soit une maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique, ou une néphropathie chronique non diabétique, parce que les diabétiques étaient exclus de cette étude-là, et non protéinurique, donc pas une protéinurie significative, qui avait un débit de filtration glomérulaire estimé entre 20 et 59, ou ceux qui avaient un risque cardiovasculaire global estimé par l'équation Framingham à 10 ans de plus de 15 % et plus, ou l'âge entre 65 et 75 ans. Donc, un de ces 4 critères-là pouvait être inclus dans l'étude. Par contre, ce qu'il faut se rappeler dans cette étude-là, c'est que les gens qui avaient de l'insuffisance cardiaque, les gens qui avaient, qui avaient eu un infarctus ou une maladie cardiovasculaire récente, et tous les patients en CHSLD avaient été exclus. Donc, ça, on n'a pas de données là-dedans. Et les diabétiques aussi, bien sûr. Donc, ce n'est pas applicable nécessairement à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'il faut définitivement considérer lorsque nos patients rentrent dans ces critères-là. Je ne tiens pas à retourner complètement dans Sprint, mais je pense qu'il est important de se rappeler, c'est que la diminution du risque là, dans le critère principal de l'étude, qui était finalement un amalgame d'événements cardiovasculaires, de mortalité cardiovasculaire, était fortement en faveur du traitement intensif. Donc, on visait une systolique en bas de 120 par rapport au traitement standard où on visait une systolique en bas de 140. Important de se rappeler que c'était avec une mesure oscillométrique en série. Donc, le patient avait 5 minutes de pause, ensuite 3 prises de pression et la moyenne des 3, on utilisait cette valeur-là. Donc, vraiment dans des conditions optimales avec un appareil oscillométrique en série. C'est la première étude qui a utilisé ce genre d'appareil-là. Donc, la diminution du risque absolu est relativement faible, mais quand on regarde un risque relatif et à peu près 25 % de moins de ce qui était le critère d'évaluation principale de la mortalité. Et importante, chez les personnes de 75 ans et plus, il y avait une même diminution de risque relatif, mais comme
disons, l'incidence d'événements était plus élevée. Ça fait en sorte que le risque absolu est beaucoup plus bas. Donc, on voit avec le nombre qu'on doit traiter pour éviter un événement qui est beaucoup plus faible. Donc, tout ça vient à dire que chez les patients âgés, il y a quand même des bonnes études dans l'étude SPRINT que les patients ont un bénéfice à avoir un traitement intensif de leur pression. Et ici, c'est juste deux petits graphiques pour vous montrer qu'ils ont évalué un peu en fonction de la vitesse de marche, donc pour essayer d'avoir une espèce d'indicateur de l'état général du patient. Les patients qui n'étaient pas capables de marcher assez rapidement ou ceux qui étaient capables de marcher d'un pas normal, dans les deux groupes, le bénéfice était significatif à un traitement intensif. Je rappelle que ça exclut tous les patients qui sont en institution ou en CHSLD, comme on dit ici. Puis, il n'y a pas juste Sprint qui dit que chez les personnes âgées, on a des bénéfices à traiter. Il y a d'autres études là, qui sont des méta-analyses qui montrent qu'effectivement, chez les personnes âgées, il y a quand même un bénéfice de réduire la mortalité cardiovasculaire qui est significatif et sans grande augmentation des effets néfastes d'un traitement intensif. Maintenant, si on regarde un peu pour les gens qui ont une néphropathie chronique, donc les patients IRC, il y a ceux éventuellement qui remplissent les critères de SPRINT. Ça rappelle, c'était entre 20 et 59, avec une protéinurie en bas de 1 gramme, non diabétique. Là, on a notre 120 mm de mercure qu'on vise. Ceux qui ont une maladie polykystique, une DRM, on vise encore plus bas, c'est une pression à domicile en bas de 110. Une belle étude qui a démontré une réduction de la progression de la maladie. Puis ensuite, toutes les autres, on vise en bas de 140. Les diabétiques les néphropathies diabétiques sont mis dans le même panier que les non-néphropathies, c'est-à-dire en bas de 130. Il y en a même qui vont un petit peu plus loin. Tout récemment, là, au début de l'année, il y a le KDIGO, qui est un peu l'organisme international qui émet des recommandations de traitement pour toutes sortes de maladies rénales, dont l'insuffisance rénale chronique. Mais eux, ils recommandent de considérer, de viser une cible de pression systolique en bas de 120 chez tous les patients avec hypertension et insuffisance rénale chronique, avec ou sans diabète, si c'est toléré, bien sûr. Donc, il y en a qui vont même encore plus loin de tout ça. Bref, si on se retient notre point numéro 2, c'est, dans le fond, ce qui détermine un peu notre seuil de traitement et notre cible, c'est vraiment le patient, la présence de comorbidité, son risque cardiovasculaire. Plus son risque cardiovasculaire est élevé, plus il semble avoir des bénéfices de viser une pression plus basse. Ensuite, ce qui est encore important, numéro 3, ce serait de favoriser la combinaison d'agents antihypertenseurs hautement efficaces. Si on se rapporte à un petit graphique de traitement de première intention pour les patients qui n'ont pas d'indication pertinente d'Hypertension Canada, mais en fait, on voit qu'ils sont à peu près tous placés sur la même ligne, que ce soit les thiazidiques, mais de type thiazidique. Maintenant, il y a l'accent sur type thiazidique, donc ceux qui sont à longue durée d'action, comme la chlorthalidone ou l'indapamide, donc pas l'hydrochlorothiazide. Les ISCRS sont ici, avec une petite note de les éviter en grossesse et de faire attention chez les femmes en âge de procréer. Les bloqueurs de canaux calciques à action prolongée. Les bêta-bloquants, mais ne sont pas recommandés en première intention chez les gens de plus de 60 ans. Évidemment, ça, c'est pour le traitement de l'hypertension, pas les autres atteintes cardiaques. Et ils ont mis sur la même ligne ici l'association de médicaments en monocomprimés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par association de médicaments en monocomprimés? En fait, c'est une association de soit d'un IECA avec un BCC, d'un ARA avec un BCC ou d'un des deux avec un thiazide. Les autres combinaisons ne sont pas recommandées en première ligne, les combinaisons avec les bêta-bloqueurs ou deux diurétiques ensemble. Ça, ce n'est pas quelque chose qui devrait faire partie de notre arsenal. On a des meilleures options que tout ça. Pourquoi l'Hypertension Canada met l'accent sur les associations de médicaments monocomprimés? Parce qu'il y a quand même plusieurs avantages qui ont été démontrés avec les années. De un, il y a moins d'effets indésirables, ce qui fait en sorte que, en fait, ça vient du principe que lorsqu'on donne 2 médicaments à faible dose,
on a un meilleur effet antihypertensif et moins d'effets secondaires que si on prend un médicament à pleine dose. Donc, l'effet sur la pression est additif, alors que lorsqu'on augmente un médicament, il plafonne rapidement. Alors que oui, l'effet des effets indésirables est également additif, mais il est exponentiel quand on augmente les doses d'un seul médicament. Donc, on a beaucoup de bénéfices à donner une association de deux médicaments. Puis le fait que ce soit en monocomprimé, souvent, ça améliore un peu l'absorbance. Il y a même des études qui montrent un meilleur taux de maîtrise de la pression, diminution des complications cardiovasculaires et ainsi de suite. Mais je pense que c'est surtout que ça permet un contrôle peut-être un peu plus rapide de la pression en débutant deux médicaments à faible dose qui ont un effet quand même assez important sur la pression. Maintenant, si on pense un peu au premier médicament qu'on pourrait débuter, ici, mon collègue avait mis que ce soit un IECA ou un ARA en fonction de la probabilité de tout. Hypertension Canada ne dit pas lequel on devrait diminuer. Peut-être des meilleures données sur le début en première étape pour un diurétique thiazidique. Mais encore là, disons pour l'exemple, si on prendrait un IECA ou un ARA, la seconde étape, ce serait en fait de voir un peu quel on ajoute pour faire une synergie de la pression, mais aussi minimiser les effets indésirables. Donc, souvent, si on commence par un ISCA ou un ARA, ensuite, on peut considérer des choses comme la fonction rénale, le potassium, l'édémement inférieur, des choses comme ça pour nous dire si on préférait utiliser un bloqueur de canaux calcique d'hydropyridine ou un diurétique de type thiazidique. Notez qu'il y a quand même une étude qui montre que l'association entre un ISCA et un BCC est meilleure que l'association entre un ISCA et un hydrochlorothiazide. Donc, moi, j'ai tendance à privilégier, lorsque j'ai seulement deux médicaments, un BCC ou un ISCA ou un ARA. Donc, si on se dit que la première étape, c'est un ISCA ou un ARA, ça pourrait tout aussi bien être un des deux autres. Bien, la deuxième étape, on en combine deux selon un peu le patient qu'on a devant nous, le profil d'effets secondaires, mais aussi les valeurs paracliniques. Puis, évidemment, la troisième étape, bien, ça sera la combinaison de ces trois-là. Il y a quand même des bonnes études qui démontrent que ça semble être la combinaison optimale quand on augmente les médicaments jusqu'à 3 agents différents. Puis tout ça, ça nous amène un peu au niveau de l'hypertension artérielle résistante. En 2020, il y a eu une nouveauté à Hypertension Canada, c'est qu'il y a eu des lignes directrices spécifiques pour l'hypertension artérielle résistante. Donc, ceux qui sont intéressés à les lire, mais il y avait aussi quand même une section qui était dans leur ligne directrice globale. Donc, l'hypertension résistante, c'est dès que la pression est élevée malgré l'utilisation de 3 antihypertenseurs ou plus à dose optimale, idéalement avec un diurétique. Donc, dès que votre patient a 4 médicaments, qu'ils soient contrôlés ou non, il est considéré d'avoir une hypertension résistante. Ce qu'on sait, c'est que les patients avec hypertension résistante ont plus de manifestations cardiovasculaires. C'est la classique, plus on est malade, plus on est malade. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on réussit à maîtriser la pression d'une hypertension résistante au même niveau d'une hypertension non résistante, à ce moment-là, le risque cardiovasculaire devient similaire. Donc, on n'a pas juste une maladie qui est plus sévère, une maladie qu'on est capable d'adresser et de diminuer le risque jusqu'à une hypertension, disons, standard. Une nouveauté dans les lignes directrices 2020, c'est que l'Hypertension Canada mentionnait que les patients avec hypertension résistante devaient être orientés vers des médecins expérimentés pour le traitement et le suivi de cette hypertension-là. La médication de base, c'est comme je disais, la combinaison d'un IECA, un ARA, un BCC, un diurétique thiazidique en longue durée. Donc ça, en général, c'est les 3 pilules qui devraient être essayées en premier. Plusieurs stratégies dans le traitement de l'hypertension résistante. Comme tout, c'est le mode de vie du patient, essayer de diminuer les habitudes de vie qui sont plus néfastes pour la pression. Donc ça pourrait éviter d'escalader les médicaments, ou même des fois, on peut même en diminuer une fois qu'il y a des changements qui sont faits à ce niveau-là. Il y a toujours l'observance qui est très importante. Je dirais aussi la mesure de la pression à domicile, parce que des fois, le patient
une hypertension en apparence résistante, mais lorsqu'on mesure la pression à domicile ou de manière plus optimale, la pression est beaucoup plus basse. Il faut toujours éviter les médicaments qui augmentent la pression. Optimiser la pharmacothérapie, donc comme je mentionnais, idéalement, les 3 premières lignes seraient un ISA ou un ARA, un BCC, d'hydropyridine et un diurétique de type thiazidique à longue durée. Puis ensuite, il y a les médicaments de 4e ligne qu'on peut rajouter. Ça, j'y viens dans quelques minutes. Et évidemment, à travers tout ça, il faut évaluer s'il y a une hypertension qui est secondaire. Donc, que ce soit l'hyperaldo primaire, le rénovasculaire, l'effet au chromostome ou les autres causes d'hypertension secondaire. À ce moment-là, même s'il n'y a pas d'indice clinique spécifique, il faut quand même se poser la question s'il y a une hypertension secondaire. Parce que des fois, par exemple, l'hyperaldostérosis primaire n'est pas toujours associé à une hypokaliémie. Donc, des fois, c'est tout simplement une hypertension résistante. Donc, le meilleur agent en 4e ligne, chez presque tout le monde, c'est la spironolactone. C'est celui qui baisse le mieux la pression à la fois à domicile qu'en clinique. Donc, autour de 20 mm de mercure dans une étude phare pour l'hypertension résistante qui s'appelle Pathway 2, donc autour de 20 mm de mercure en clinique, comparativement à peu près 12-14 pour le doxazosin et c'était le bisoprolol dans cette étude-là. Donc, ils sont moins puissants pour diminuer la pression, ils ne sont définitivement pas inefficaces, mais ils sont en général tous bien tolérés, c'est là. Donc, on peut se baser un peu sur différents critères pour décider lequel. Moi, mon choix par défaut est la spironolactone. Ensuite, pour ceux qui craignent le potassium, bien, sachez que dans la plupart des études, ça monte d'à peu près 0,3 à 0,4 chez les gens qui n'ont pas d'instance rénale significative, donc en bas de 30. Donc, il ne faut pas surestimer le risque d'hyperkaliémie. Moi, je l'utilise je débute jusqu'à temps qu'il y ait au moins 4,8 ou même des fois 5. Là. Donc, des fois, en maximisant d'autres diurétiques, on est capable de diminuer le potassium. Donc, mon choix par défaut est la spironolactone. Ensuite, le doxazosin ou un autre bêta-bloquant va faire un peu en fonction du patient que j'ai devant moi et ses autres comorbidités. Donc, notre 4e étape, c'est un peu cette petit schéma ici là, qui, dans le fond, choisit un peu un de ceux-là. Mais comme je dis, le premier choix devrait être probablement la spironolactone. La 5e étape, c'est de vérifier si les patients prennent les 4 premières étapes. Mais ensuite, je vous dirais, il n'y a pas vraiment de données dans la littérature qui suggèrent qu'un médicament est meilleur que l'autre. Par contre, des données qui montrent que la clonidine est un peu moins bonne que la spironolactone en 4e ligne, que l'amyloride semble à peu près équivalente aussi à la spironolactone, ou des choses comme ça. Donc, si on résume ce que je viens de vous dire, la base du traitement de l'hypertension sans indication formelle pour une classe d'agents, c'est vraiment de débuter avec un agent d'un ISA ou un ARA, un bloqueur mécano-calcique non d'hydropyridine ou un diurétique thiazidique à longue durée d'action. Donc, commencez par celui que vous voulez. Ça dépend vraiment du patient que vous avez devant vous, du profil d'effet secondaire, de la biochimie aussi, d'autres facteurs à considérer comme ça. Donc, ce n'est pas toujours d'utiliser le même. Par exemple, chez les femmes en âge de procréer, moi, j'ai tendance à débuter un bloqueur de canaux calciques. J'évite les ISA, surtout s'il y a un désir de grossesse à court terme. Puis ensuite, quand on rentre dans le domaine de l'hypertension résidente, c'est de ne pas hésiter de référer ce patient-là à un spécialiste et de savoir que le meilleur médicament général est la spironolactone. Donc, ce qui nous amène à notre prochain point, un peu qui concerne le suivi. Donc, c'est d'adapter le suivi à la condition de votre patient. Excuserez cette diapo un peu lourde, là, mais dans le fond, c'est toutes sortes de stratégies que vous pourrez retrouver sur le site d'Hypertension Canada pour un peu améliorer l'observance au traitement des patients. Tout ça, dans le fond, je pense que je peux vous résumer ça de quelques façons, c'est de vraiment établir une relation thérapeutique avec votre patient, prendre le temps de lui expliquer pourquoi, lui prescrire des médicaments, quelles sont les alternatives aux médicaments, quels sont les bénéfices escomptés, puis aussi quels sont les effets secondaire. Le patient est souvent un peu moins enclin à continuer le traitement alors qu'on ne l'a pas avisé qu'il y aurait un effet secondaire. Et il peut perdre confiance quand ça. Donc, vraiment avoir une alliance thérapeutique avec votre patient pour lui expliquer vraiment pourquoi vous faites ça. Parce que ce n'est pas juste pour avoir des beaux chiffres, mais c'est pour travailler sur les années qui s'en viennent. Ensuite, c'est un peu d'optimiser la médication pour essayer d'éviter les prises multiples par jour.
les médicaments en association immunocomprimés peuvent aider à ce niveau-là. Diminuer le nombre de pilules, c'est important pour les patients. De travailler en équipe avec les pharmaciens, les infirmières cliniciennes, les nutritionnistes, un peu tout le monde qui pourrait être impliqué dans le traitement de l'hypertension. Puis, d'essayer d'avoir des stratégies mises en place à la clinique pour vraiment faciliter le dépistage, l'observance et un peu tout ça. Les recommandations pour le suivi ne sont pas trop compliquées. Chez les gens qui n'ont pas d'hypertension ni d'atteinte d'organes cibles, on recommande de mesurer la pression au moins à chaque année. C'est les patients qui n'ont pas de traitement, mais qu'on leur a suggéré des modifications de leur habitude de vie. Ensuite, là, c'est autour de 3 à 6 mois, mais ça peut être plus fréquent lorsque la pression est élevée. Moi, j'ai tendance à leur donner quelques mois d'une chance de se prendre en main. C'est peut-être pas vraiment la bonne expression, mais de tenter de changer leurs habitudes de vie, ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire. Chez les patients qui ont des antihypertenseurs, ce qui est recommandé, c'est de chaque mois ou 2 mois, quand les chiffres sont au-dessus de la cible. Donc, c'est difficile à faire. Moi, j'ai une clinique d'hypertension, donc je peux me permettre de voir les patients à chaque mois pour atteindre les cibles, mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, c'est pas possible. Donc, souvent, c'est d'utiliser des stratégies pour impliquer d'autres professionnels de la santé pour essayer de soit voir des patients avec des cibles, des choses comme ça. Des pharmaciens peuvent être aussi impliqués. Donc, je pense qu'il ne faut pas, en tant que médecin, il ne faut pas se mettre tout ça sur notre dos. Il faut vraiment utiliser l'équipe qu'on a pour qui peuvent participer à tout sortes de niveaux dans ce but-là d'atteindre la cible. Lorsque la cible est atteinte, c'est autour de 3 à 6 mois qu'il faudrait évaluer la pression. Puis, les pressions à domicile, c'est souvent poursuivre lorsque il y a un effet sur un syndrome de la blouse blanche, là, du sarreau blanc, qui est démontré. Donc, à ce moment-là, souvent, la seule façon de suivre la pression, c'est la prendre à domicile. D'autres éléments à considérer dans le suivi, c'est sûr qu'avec la télémédecine, ça peut vraiment améliorer la prise en charge du patient. Justement, quand on vous dit, je ne peux pas faire venir le patient à la clinique à chaque mois ou à chaque 2 mois, peut-être je peux faire un petit appel pour voir comment est sa pression. Ça nécessite évidemment des mesures de pression à domicile, mais ça peut faire en sorte que l'atteinte des cibles est plus rapide. La modification de comportement, comme dans toute maladie chronique, est très important. Ça peut faire en sorte que l'hypertension est prévenue, puis on peut diminuer la pression. Souvent, je leur dis que c'est un peu la seule façon d'éviter des médicaments ou d'augmenter les médicaments. Puis, comme je disais, c'est la première intention. C'est souvent l'intervention de première intention. Puis, il y a tout l'aspect un peu prévention de maladies cardiovasculaires, l'optimisation des lipides et des choses comme ça. Auparavant, Hypertension Canada suggérait de débuter de l'aspirine en prévention primaire chez tous les patients hypertendus. Ce n'est plus recommandé depuis 2020. Donc, ils ont retiré cette recommandation-là. Ça vient un peu à ce que je venais de dire. Donc, les statines, le tabagisme, l'aspirine, on évite. Les comportements liés à la santé, c'est sûr que l'activité physique, techniquement, vous devriez dire, il faut faire une activité dynamique 30 à 60 minutes, 4 à 7 fois par jour. Vous ne pouvez pas demander à votre patient ça la première journée. Il ne va pas vous suivre souvent. Donc, c'est vraiment de commencer progressivement. Puis, toute activité physique est bonne. Il n'y a pas de minimum qui est inutile, disons, en dessous d'un certain seuil où c'est inutile. Donc, toute activité physique est bonne, toute perte de poids est bonne. Et aussi, nouveau cette année, on suggère de diminuer, de limiter la consommation d'alcool à 2 boissons par jour pour prévenir, mais aussi pour traiter l'hypertension. L'alimentation, sodium, toujours été important. Le potassium, on réalise de plus en plus que des diètes un peu riches en potassium chez les gens qui sont à faible risque de faire l'hypercalémie peut aider à diminuer la pression. Et évidemment, la gestion du stress. Ce sont des facteurs à aborder avec vos patients. Puis, en temps de pandémie, comme je disais, il y a les mesures de pression à domicile, c'est là que ça prend toute leur importance. Si le patient n'a pas besoin de venir à la clinique pour prendre sa pression, ça peut justement éviter une visite à la clinique. Utiliser des médicaments immunocomprimés peuvent faire en sorte que le traitement est instauré un petit peu plus rapidement chez les patients, donc ça peut avoir des avantages à diminuer les visites en clinique et tout ça. On peut aussi laisser des prescriptions ouvertes
aux pharmaciens d'augmenter la dose si la pression est au-dessus de telle valeur après un certain temps. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y a déjà une partie du travail qui est faite entre deux visites. Puis aussi, on peut des fois simplifier le traitement pour des interventions qui nécessitent moins de suivi. Par exemple, donner des bloqueurs de canaux calciques pour ne pas être obligé de suivre la fonction rénale ou les électrolytes. Donner des médicaments qui sont plutôt stables au point de vue de la glycémie, comme les inhibiteurs de SGLT2 au lieu de médicaments hypoglycémiants comme des sulfonylurées, ou si c'est possible, remplacer la warfarine par un NACO, pas un ACO, mais un NACO. Donc, ça complète un peu ce que je veux dire. Je vais vous laisser sur quelques messages clés. Donc, je pense que c'est important d'être concerné par l'hypertension au Canada parce que pour une des premières fois, alors qu'on était dans les meilleurs au monde, on réalise qu'on c'est peut-être assis sur nos lauriers. Puis, avec le temps, je pense que c'est peut-être les femmes qui en ont payé le prix avec un plus faible taux de maîtrise et de traitement de l'hypertension. Il n'y a pas nécessairement une raison particulière qui explique tout ça, mais je pense que ça demande des efforts de tout le monde, de vraiment tous les acteurs du milieu pour essayer de renverser cette tendance-là. Puis ce qui est important, ça c'est pris directement un peu du site d'Hypertension au Canada. Mais en gros, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est qu'il est important d'incorporer des mesures hors clinique dans notre prise en charge de l'hypertension artérielle. Il faut avoir des démarches qui sont fondées sur les risques pour déterminer les seuils et les cibles de traitement, que les associations de médicaments monocomprimés peuvent aider dans le traitement, mais je pense que c'est surtout le principe d'utiliser des médicaments à faible dose plutôt que de prendre des pleines doses et des doubles doses d'un seul médicament. Et il faut un peu déterminer le suivi en fonction de l'état clinique de notre patient. Donc, si vous avez besoin d'autres informations, le site d'Hypertension Canada qui est très bien fait, c'est facile de trouver les lignes directrices. Il y a aussi beaucoup d'informations pour les patients. Il y a un autre site qui est également très bien fait, c'est le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle. Donc, je vous invite à regarder tout ça et ne pas hésiter à poser des questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Goupil. Bon, ça y est, j'ai perdu mes... attendez une seconde, on les reparle. Il y a eu quelques questions que vous avez déjà répondues, mais que je pense qu'on va les répéter parce que je pense que le message devrait repasser, et pourquoi pas. Donc, une première question, c'est pour le MAPAC OS, on le fait quand? 2 minutes, 6 fois, ou c'est quoi l'intervalle? Chaque appareil est un peu différent. Je pense que l'important, ce n'est pas nécessairement l'intervalle, de déterminer de l'intervalle. Le but, c'est d'avoir le but de ces appareils-là, c'est d'avoir plusieurs mesures sur un certain temps. Donc, pas de se baser juste sur une mesure. Bonjour, monsieur Untel, asseyez-vous là, je vais prendre votre pression, lui parler pendant qu'on prend sa pression pour accélérer la visite. Donc, ce qui était fait dans Sprint, puis là, quelqu'un me corrigera si ce n'est pas exactement ça, mais il y avait 5 minutes de pause, puis ensuite 3 valeurs avec 1 minute d'intervalle entre chacune. Donc, souvent, c'est à peu près ça qu'on fait. L'intervalle peut être un petit peu plus court, 30 secondes. Ça dépend de ce que votre appareil peut faire. Il y a des appareils qui sont très répandus au Canada, mais qui n'est plus en vente, le BP True, qui lui prenait 6 valeurs en jetant la première, donc prenait la moyenne des 5 dernières. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement avoir le protocole parfait. Je pense que l'important, c'est d'avoir un patient reposé. Puis souvent, en faisant plusieurs mesures, ça l'oblige à se reposer. Il y a même des études qui montrent que uniquement 2 mesures avec quelques minutes de pause avant et 2 minutes de pause entre les deux, c'est probablement suffisant aussi. Ce n'est pas nécessairement le nombre de mesures, mais en général, 3, c'est suffisant. 1 minute de pause entre chacune, ça va être un beau protocole, ça ne va pas être trop long, ça ne va pas prendre 10 minutes pour votre patient. D'ailleurs, une question qui vient, il y a le BP True qui est utilisé pour certains avec un bonheur, il n'est plus sur le marché. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce qu'il y a des appareils comparables? Oui, il y en a beaucoup. Je ne tiens pas à les nommer là, pour ne pas faire de la publicité pour personne, mais c'est assez facile à trouver. Des appareils, maintenant, c'est la base. Là, donc, à peu près tous les appareils qui sont en vente pour la clinique, peu importe la compagnie, ils ont pas nécessairement le protocole Sprint, mais ils ont des options pour faire de multiples mesures avec déterminer des temps d'arrêt avant. Donc,
tiens pas à vous dire quel appareil j'ai acheté et tout ça, là, mais c'est assez facile à trouver des alternatives au BP True. Et pour les patients à la maison? Patient à la maison, ben moi, ce que je voudrais faire, le plus simple souvent aux patients, c'est de dire ben, achetez-les en pharmacie, achetez-les pas sur Amazon, achetez-les pas nécessairement à Walmart. Quand vous en achetez un, vérifiez qu'il y a le sceau d'Hypertension Canada dessus. Sinon, ben, sur le site d'Hypertension Canada, tous les appareils qui sont approuvés par Hypertension Canada sont listés. Donc, ça peut être une belle source de référence, mais tout simplement, si vous êtes un patient, achetez-le en pharmacie, prenez celui qui a le moins d'options possible. Ça va coûter le moins cher possible, c'est probablement suffisant. Mais souvent, ce qu'on achète en ligne, ben, il y a des gens qui ont regardé ça, à peu près 60 à 75 des appareils que les gens ont à la maison, ce n'est pas des appareils qui sont validés. Donc, ce n'est pas des appareils qui donnent nécessairement des mesures fiables. Sinon, vous leur dites de l'apporter à la clinique, puis vous pouvez comparer un peu les mesures que vous avez obtenues. Parfait. D'autres questions. Je comprends difficilement pourquoi les médecins demandent une pression auscultatoire lorsqu'elle est énormément basse en centre hospitalier, sachant que la méthode n'est pas toujours effectuée adéquatement. Moi, je pense qu'on a tous acheté un sphygmomanomètre, en tout cas ceux qui ont fait le cours de médecine, peut-être en sciences infirmières aussi. Et ça fait peut-être 15 ans qu'il n'est pas sorti de la boîte. On a tous des sphygmomanomètres dans nos locaux de clinique. Alors que si on n'avait pas acheté ça, on aurait eu de l'argent pour acheter quelques machines automatisées. Ça n'a plus vraiment la place d'avoir des appareils auscultatoires. Ça peut être très bien fait, puis ça peut donner des valeurs très fiables. Ça, c'est certain. Le problème, c'est que c'est l'espèce de milieu où ces valeurs fiables pourraient être obtenues est presque inexistant en médecine. Le classique, c'est de prendre la pression du patient pendant qu'on lui pose des questions ou pendant qu'il nous raconte quelque chose. On ne peut pas faire ça comme ça. Ça va faussement avoir des valeurs faussement élevées de pression. Donc, de demander de reprendre la pression de manière auscultatoire après avoir pris une pression oscillométrique, ça ne va pas apporter de valeur. Puis au contraire, peut-être que ça va être faussement élevé parce que le prix a été pris de manière sous-optimale. En auscultatoire, malheureusement, on a tendance à avoir le chiffre qu'on veut parce que souvent, on arrondit soit vers le haut, vers le bas en fonction de ce qui un peu nous arrange. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est conscient, mais c'est quelque chose qui a bien été documenté. Donc, je pense qu'on pourrait essayer de... C'est sûr que si ce n'est pas possible, ça peut être fait par manière auscultatoire, mais maintenant, il y a des appareils oscillométriques qui sont petits, qui sont transportables, qui sont vraiment très faciles à utiliser. Donc, on devrait vraiment prioriser ça. Puis, pas juste moi qui le dis, Hypertension Canada dit qu'on devrait prioriser les méthodes auscultatoires pour la mesure de pression. Les méthodes oscillométriques automatisées. C'est ça. Puis, en fait, il y a une question ici. Est-ce qu'on dit que les appareils électroniques ne sont pas toujours fiables, en tout cas, pour une TSA inférieure à 90 mm de mercure? Ça dépend comment l'appareil a été validé. En général, quand un appareil est validé, c'est qu'il a été comparé avec des mesures auscultatoires avec un protocole très, très, très précis. Donc, impossible à faire dans la clinique de tous les jours. C'est avec des microphones et des choses comme ça. Là. Et ça exige qu'il y ait une certaine étendue de pression, dont en bas de 90, dont en haut de 180. Donc, il faut un certain nombre de patients qui ont différentes pressions comme ça. Donc, en général, quand l'appareil est validé, donc mettons qu'il est listé sur le site d'Hypertension Canada ou d'autres sites là, qui existent comme ça, c'est quelque chose qui a dû être évalué pour des pressions en bas de 90. Mais c'est sûr que les appareils, quand on n'est pas dans la fourchette du milieu où toute l'énergie a été mise pour valider quelque chose à ce moment-là, ça peut être un petit peu moins fiable. Mais est-ce qu'il ne faut pas considérer les pressions à 80 sur 40 parce qu'on a un appareil symétrique? Est-ce que l'auscultatoire va vraiment être plus fiable? Je ne suis pas certain. L'auscultatoire a bien été démontré que, en fait, les bruits de Korotkov, ce n'est pas la panacée. Là. Ça a bien été démontré que ce n'est pas tout à fait optimal pour mesurer la pression quand on regarde au niveau invasif. Là. Quand on veut commencer un traitement ou en tout cas on veut déterminer, est-ce qu'on prend plus un MAPAC OS, d'après, je pense que tu l'as dit, mais je pense que je vais te demander de le répéter. Bien, ce qui est difficile, c'est parce que, puis un peu mélangeant avec Hypertension Canada, c'est qu'ils prennent vraiment les données qui sont disponibles.
Il n'y a pas beaucoup d'interprétation autour de tout ça. Donc, si chez les diabétiques, les chiffres de pression, c'est avec la MAPAC, ben, c'est ça le chiffre qui est rapporté. Il n'y a pas de données avec la méthode oscillométrique en série, donc il n'y a pas de chiffre comme ça qui est rapporté. On peut penser que c'est un petit peu plus bas, mais encore là, il n'y a pas de chiffre. Tandis que pour d'autres patients, bien, si on a des chiffres avec la méthode oscillométrique en série, bien, c'est ce chiffre-là qui est rapporté. Moi, ce que je vous dirais, c'est que ce n'est pas si important quel appareil vous utilisez si c'est utilisé de manière optimale. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un appareil oscillométrique en série parce qu'on ne peut pas baser le début d'un médicament sur une seule valeur. Vous ne pouvez pas dire, OK, j'ai pris la valeur, elle est à temps, on va commencer le médicament là-dessus. Il faut quand même qu'il y en ait plusieurs parce que souvent, la première est un petit peu plus haute. Donc, si on prend juste une seule valeur, on peut avoir des problèmes. Donc, si on n'a pas un appareil oscillométrique en série qui fait ça de manière automatique, ce qu'Hypertension Canada recommande, c'est d'en prendre au moins 3 avec l'appareil oscillométrique et de faire la moyenne des 2 dernières. Donc, ça reproduit un peu un appareil oscillométrique en série. Si tu as une personne qui a une pression de 90 sur 60 de naissance, quand est-ce que tu vas considérer qu'il y a vraiment une hypertension ou pas? On ne le sait pas. Son risque cardiovasculaire est excessivement faible. Puis, quand on regarde un peu dans le fond, la raison qu'on dit qu'un patient à faible risque, on pourrait juste attendre à 160 ou 100 pour initier le traitement, c'est parce que le risque cardiovasculaire est tellement faible qu'il est difficile de le diminuer plus. Donc, quelqu'un qui a une pression vraiment parfaite, qui même si elle passe de 90 à 100, à 110, à 120 un jour, est-ce qu'on a un bénéfice à la rediminuer à sa pression de base à 90? J'aurais tendance à dire non, mais la vraie réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a toujours de la place pour l'hydrochlorothiazide en traitement de l'hypertension? Je vais donner la réponse simple, non. Moi, je le change systématiquement à tous mes patients. Est-ce que vous devriez faire pareil? Peut-être. C'est sûr que la presque totalité des associations avec les IACA-ARA, c'est avec une hydrochlorothiazide. Mais il y a tellement de données qui montrent que soit l'indapamide ou la chlortalidone est non seulement meilleure pour diminuer la pression, mais pour une même diminution de pression est meilleure pour diminuer les événements cardiovasculaires. Donc, il n'y a plus vraiment de bonnes raisons, à part la simplicité d'avoir un agent combiné avec une hydrochlorothiazide, de donner de l'hydrochlorothiazide. Donc, pour moi, c'est devenu plus une très bonne raison. Puis, j'ai tendance à changer systématiquement le médicament dès que le patient a un hydrochlorothiazide. Ensuite, ça sera aux compagnies pharmaceutiques de s'adapter à cette réalité-là. S'ils veulent toujours fournir des médicaments qui sont sous-optimaux, ben, puis ensuite, ils se plaignent de la diminution des ventes, ben, il faudra qu'ils s'adaptent. Je ne tiens pas à faire de la publicité pour quoi que ce soit, donc je ne veux pas mentionner les médicaments que je prescris, mais je ne pense pas qu'il y a une place à l'hydrochlorothiazide en ce moment. Une patiente avec hypertension non diabétique sans maladie coronarienne, plus de 60 ans, non contrôlée. Elle a une contre-indication à la prise de diurétique, type thiazide. IACA, dose non maximale, BCC, dose non maximale aussi. Est-ce qu'on enregistrait un bêta-bloqueur ou on majore les 2 autres, sachant qu'il peut y avoir des effets secondaires? C'est au cas par cas. Moi, cette patiente-là, j'aurais tendance à majorer les 2 autres. Je ne suis pas un grand fan des bêta-bloqueurs. Peut-être que ça pourrait être tout simplement d'ajouter une petite dose de spironolactone. Ça dépend pourquoi elle ne tolérait pas les autres diurétiques. Là. Mais je pense que l'important, on réalise dans l'hypertension, c'est peut-être pas nécessairement avec quel médicament on diminue la pression, mais plutôt jusqu'à quel chiffre on diminue la pression. C'est plus ça, en général, qui détermine le risque cardiovasculaire. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais je pense que cette patiente-là, si elle tolère bien
disons, doubler la dose à une dose standard de son ISCA, de son BCC, si elle tolère bien, puis il y a un bon effet sur la pression, c'est probablement correct de le faire. Si ça fonctionne bien de rajouter un bêta-bloqueur, c'est correct de le faire encore une fois. Mais moi, j'ai plus tendance à essayer un peu d'emblée la quatrième ligne, qui serait la spironolactone. Ça rajoute un diurétique qui a un effet similaire à celui qu'elle ne pouvait pas prendre. Quelqu'un pose une question. C'est quoi un médecin expérimenté dans le diagnostic et le suivi de l'hypertension? Est-ce que je comprends qu'un médecin de famille qui est bien contrôlé, ça va non. ou pas? Non, je ne sais pas pour dire qu'il faut être spécialiste. C'est pas pour dire qu'il faut être néphrologue, interniste, cardiologue. C'est juste pour dire de quelqu'un qui est à l'aise avec le suivi et le traitement de l'hypertension résistante. Ça veut très bien être un médecin de famille. Ce n'est pas la question de référer à un spécialiste à chaque fois. Puis ça, je pense que c'est chacun qui sait comment ils sont à l'aise avec le traitement de l'hypertension résistante. Pourquoi? En fond, c'est surtout pour l'accent sur qui investiguer pour des causes secondaires. Je pense que quand on rentre dans le domaine de l'hypertension résistante, juste à cette étape-là, il faut vraiment faire une investigation beaucoup plus étendue des causes secondaires. C'est peut-être pour ça qu'ils demandent de référer à un spécialiste parce que on a toutes les plateformes pour le faire, on a l'expertise pour le faire. Mais ça ne veut certainement pas dire que moi, je voudrais voir tous les patients dans ma région avec hypertension résistante. Je ne serais pas capable. Parfait. Les SGLT2 ont maintenant une indication dans le traitement d'insuffisance cardiaque diabétique ou non. Les SGLT2 font baisser la pression artérielle. Est-ce qu'on peut les utiliser chez les patients avec hypertension, avec maladie cardiaque ou insuffisance rénale chronique, sans insuffisance cardiaque? Il y a des bonnes études en insuffisance rénale chronique, diabétique et non diabétique, qui montrent que ça diminue les émoulements cardiovasculaires et la progression vers la dialyse. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Ce qui limite en ce moment, c'est un peu les codes de la RAMQ, je vous dirais, qui ne nous permettent pas de le prescrire aussi souvent qu'on voudrait. Donc, il faut passer un peu par un patient d'exception que j'ai fait encore hier. Mais oui, moi, c'est des choses que j'ai fait. Chez des patients diabétiques, je pense que la majorité, là, sauf contre-indication, on devrait considérer un inhibiteur de SGLT2. Puis, l'effet sur la pression n'est pas très élevé, là, 3 à 5 mètres de mercure, mais des fois, c'est juste ça. J'ai des patients qui ont des hypertensions réfractaires, donc pas résistantes, mais réfractaires, qui sont à un stade un petit peu plus compliqué, que des fois, c'est d'utiliser toutes les stratégies possibles. Puis à ce moment-là, des fois, c'est de débuter ou de changer le médicament pour un inhibiteur de SGLT2 qui peut nous permettre d'obtenir quelques mètres de mercure de plus là, qui ne seraient pas possibles avec les autres agents. Mais je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va être possible de débuter juste dans le traitement de l'hypertension sans autres indications qui ont été étudiées. Là, je pense que ça va être long avant que ça soit possible. Là. Éventuellement, ils vont peut-être en mettre dans l'eau de la ville ou quelque chose. Là, Bon, je me suis fait avertir que j'ai 2 minutes de questions, fait qu'on va aller un petit peu en rafale. Tu as un patient très stressé, tu as difficulté à ajuster ses dosages parce qu'il est toujours stressé, fait que ses pressions sont toujours très élevées à chaque fois qu'il te voit. Tu essaies de distraire les médicaments, mais ça ne marche pas toujours bien. Qu'est-ce que tu ferais avec ce patient-là? Bien, ça, ce qui est difficile, c'est que souvent, ces patients-là, ils ne veulent pas prendre la pression à la maison. J'en ai quelques-uns comme ça, qu'ils ne veulent pas prendre la pression à la maison, ils ne veulent pas faire un MAPA, puis ils ne veulent souvent même pas prendre la pression à la clinique. Donc, moi, ce que je fais des fois, pour un peu me rassurer, je fais une investigation peut-être un petit peu plus poussée des atteintes d'organes cibles. C'est sûr que la fonction rénale, l'albuminurie, tout ça, mais des fois, je fais une échographie cardiaque, voir un peu le degré d'HVG. S'il n'y a aucune HVG, des fois, on peut se rassurer en partie de la pression qui n'est peut-être pas réellement 180 tout le temps à la maison. Là. Mais ces patients-là, c'est le plus difficile parce qu'en plus, souvent, ils ont beaucoup d'intolérances médicamenteuses. Mais c'est juste d'essayer de bâtir sur cette alliance thérapeutique-là avec les années, de traiter, de rechercher les symptômes d'hypotension qui pourraient un peu nous guider sur la pression qui serait trop traitée à ce moment-là.
mais il n'y a pas de solution miracle. C'est toujours un peu difficile, ces patients-là. 2 questions rapides, les 2 dernières. 30 minutes ou 1 heure au MAPA durant la nuit? Hypertension Canada recommande maintenant aux 20 à 30 minutes pendant toute la journée. Donc, choisissez 20 à 30 minutes. Donc, eux, ils recommandent 30 minutes. Parfait. Est-ce qu'on utilise encore des bloqueurs des canaux calciques de type non dihydropyridine? En hypertension en tant que telle, sont un peu moins bien tolérés, sont un petit peu moins efficaces, sont un peu trop chronotropes négatifs. Donc, c'est certainement pas quelque chose que j'utiliserais avant les dihydropyridines. Moi, j'utilise pour les investigations du parado primaire parce que c'est non interférent, mais c'est à peu près la seule indication que j'ai. Mais je pense qu'on a des meilleurs choix que ça pour l'hypertension. C'est parfait. Bien, écoutez, je dois arrêter ici. Il y avait encore d'autres questions, malheureusement. Vous pouvez toujours poser la question au docteur Goupil par courriel. Je pense qu'il pourrait répondre. Sinon, vous avez des informations sur le site de la Société canadienne d'hypertension ou sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle. Donc, encore une fois, merci beaucoup au docteur Goupil. Merci beaucoup à la Société canadienne d'hypertension, à la Société québécoise, évidemment, Transboudiane, et à Servier Canada également. Fait que je vous remercie. Regardez sur le site, vous allez avoir d'autres webinaires qui s'en viennent. Ça va nous faire plaisir de vous revoir. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde.